Bonjour, bon midi tout le monde. Un autre sujet intéressant ce midi. Donc, on va parler du soya. Écoutez, le soya, je pense que c'est l'aliment qui est le plus controversé depuis les 10 dernières années. On entend toutes sortes de mauvaises choses, je dirais surtout à son sujet. Et je trouvais ça important de faire une mise au point sur les effets du soya pour vraiment que tout le monde soit à jour sur ses effets positifs et parler des effets négatifs s'il y en a pour que c'est ça, vous ayez l'heure juste, puis que vous puissiez soit recommencer à manger du soya si vous alliez arrêter, ou peut-être le modérer si vous observez que ça vous donne certains symptômes qui, effectivement, sont prouvés par la science. Donc, de quoi on va parler précisément aujourd'hui? Bien, on va regarder, on va répondre à la question, est-ce que le soya vraiment augmente les risques de cancer, notamment cancer du sein? Est-ce qu'il nuit à la glande thyroïde? Est-ce qu'il peut réellement créer la démence, favoriser la démence, l'infertilité, la féminisation de l'homme? Il y a beaucoup d'hommes qui se sont fait dire de ne pas prendre du soya, que ça pouvait affecter leur masculinité. Est-ce qu'on consomme trop de soya? Quelle forme de soya on devrait privilégier? Quelle quantité on devrait manger? Et faut-il le choisir fermenté, non fermenté, sans OGM, biologique, etc., etc. Fait qu'on a beaucoup de points à aborder ce midi. Alors, bienvenue à tout le monde là, qui sont à l'écoute présentement. Donc, je vous disais, c'est l'aliment vraiment le plus controversé. Pourtant, quand on regarde juste au niveau de sa valeur nutritive, le soya, donc ici, j'ai des fèves edamame, la jeune fève de soya qui se mange simplement là, on rajoute, c'est souvent vendu congelé, on rajoute un petit peu d'eau chaude pour la dégeler et ça se mange nature comme ça. C'est très bon dans des pokéballs, si vous l'avez jamais essayé. Donc, la fève de soya entière est hyper nutritive. C'est la légumineuse qui a le plus de protéines. Et les protéines du soya sont considérées comme des protéines complètes. Donc, protéines complètes veut dire qu'on retrouve tous les acides aminés dans les protéines du soya. Ça se rapproche donc énormément de la qualité des protéines qu'on va avoir dans le règne animal. Dans le soya, on a aussi beaucoup de fibres, comme dans toutes les légumineuses. Le soya contient un peu plus de gras que les autres légumineuses, mais ce sont des bons gras. Donc, c'est très faible en gras saturé et ça contient de bons gras. Ensuite, on va retrouver beaucoup de fer. Dans une demi-tasse de petites légumineuses comme ça, on a ça comble 15 de nos besoins en fer, 6 de nos besoins en calcium. Vous avez 11 grammes de protéines, ça vaut à peu près 2 œufs. Et vous avez aussi 4 grammes de fibres. Donc, c'est vraiment un aliment très nourrissant, très nutritif. Et ça contient aussi des phytonutriments, des agents protecteurs pour améliorer notre santé générale. Ça va améliorer la flore intestinale. Donc, une excellente valeur nutritive dans le soya. Donc, ça, c'est vraiment les nutriments. Maintenant, on va aller du côté de tout ce qu'on entend concernant le soya. Juste avant, je vais juste vous différencier les différentes formes de soya. Donc là, je vous ai parlé du soya entier qui est probablement une des meilleures formes du soya parce que là, c'est non transformé. Donc, celui-là, c'est le soya entier qui est non fermenté, évidemment. Ensuite, vous avez les tofu dans lesquels on ne retrouve plus beaucoup de fibres ou très peu de fibres, mais qui contiennent beaucoup de protéines. C'est pas mal dans la même catégorie que la boisson de soya. C'est sûr que les boissons de soya, ils ont parfois des avantages parce que ils vont avoir des sucres ajoutés, mais si on prend une version nature ou originale, ça devient vraiment un aliment très intéressant. Donc, ça, c'est des formes de soya non complet, disons légèrement transformées, mais très intéressant aussi. Et on a le soya qui est dit fermenté. La pâte miso en est un. C'est un très bon assaisonnement pour remplacer, par exemple, la sauce soya ou des bouillons
le bouillon de bœuf dans certaines recettes, et le fameux tempeh. Là, j'ai pas trouvé le tempeh original, là, mais j'ai trouvé du bacon de tempeh à l'épicerie. Donc, ça aussi, c'est du soya fermenté. Quand le soya est fermenté, on dit qu'il est souvent un peu plus digeste, facile à digérer. Alors, il y a différentes formes de soya. Et là, évidemment, j'ai pas, vous voyez, j'ai pas l'huile de soya, je n'ai pas la sauce soya, je n'ai pas les puddings de soya parce que là, quand on rentre surtout dans l'huile de soya et la sauce soya, ben, on n'a pas les protéines de soya à l'intérieur. Donc, ce n'est pas des aliments qui sont intéressants à intégrer là, comme source de protéines. Puis, les puddings soya ou les tofu desserts, ça peut, ils contiennent quand même des protéines de soya, mais souvent, il y a beaucoup d'ajouts de sucre. Alors, de temps en temps, ça peut faire un bon petit dessert, mais disons que la plupart du temps, il faut plus privilégier les formes de soya que je viens de vous montrer. Alors, premier mythe du soya, on a entendu celui-là, quand je me suis informée sur tous les mythes du soya, je ne l'avais pas entendu celui-là, mais ça a l'air qu'il circule beaucoup, que le soya pourrait causer la démence, en fait, ou augmenter le risque de démence. Donc, ça serait vraiment non fondé. Ça viendrait d'une étude qui a été effectuée chez des Indonésiens, où on a observé que ceux qui consomment beaucoup de soya auraient un risque plus élevé de démence, mais on s'est rendu compte qu'en Indonésie particulièrement, le soya est souvent, il y a du formaldéhyde qui est souvent ajouté au tofu pour préserver sa fraîcheur, et ce serait plutôt le formaldéhyde qui est considéré comme un cancérigène, un neurotoxique, qui pourrait donner des dommages cognitifs, et non le soya comme tel. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de données là-dessus, mais les gens qui veulent vraiment, les détracteurs du soya vont vraiment promouvoir ce genre d'études-là, ou en tout cas les faire circuler beaucoup pour finalement créer, là, c'est ça, des fausses croyances. Donc, démence et soya, c'est de l'ordre du mythe. La question que j'ai le plus souvent en consultation avec des femmes, c'est vraiment est-ce que le soya est protecteur ou peut causer le cancer du sein? Donc, il y a vraiment une grande préoccupation des femmes concernant le soya. D'où ça vient cette information-là que le soya favoriserait le cancer du sein? En fait, c'est que dans le soya, on retrouve des phytoestrogènes, donc des estrogènes de plantes, qu'on nomme isoflavones. Et ils ont une structure similaire aux estrogènes humains, et la plupart des cancers du sein sont hormonodépendants. Donc, au départ, il y a plusieurs années, on a émis l'hypothèse que les phytoestrogènes du soya pourraient augmenter le cancer du sein, puisqu'il s'agit d'estrogènes, même s'ils viennent de plantes. Et puis là, on a effectué des études chez le rongeur notamment, et on s'est rendu compte que chez le rongeur, les phytoestrogènes avaient un effet pro-cancer. Après ça, on s'est rendu compte que les isoflavones de soya sont vraiment métabolisés différemment chez le rongeur que chez l'humain, et qu'on n'observerait pas du tout cet effet-là chez l'humain finalement. Au contraire, on voit plutôt des études qui démontrent que les gens qui consomment du soya le plus tôt possible dans leur vie vont avoir un risque moins élevé de cancer du sein. Donc, c'est pour ça que quand on regarde les études, il faut toujours s'assurer qu'avant de conclure quoi que ce soit sur l'effet d'un aliment, que ça a vraiment été fait chez l'humain. On commence on commence in vitro, là, dans des petites, mon Dieu, j'ai pas le terme, là, mais c'est on fait des études, là, c'est ça, qui sont pas chez l'animal. Après ça, on va en faire justement chez l'animal, mais il faut absolument reproduire ça chez l'humain pour s'assurer d'avoir des données fiables. Donc, le soya serait plutôt protecteur. Et quand on regarde la force des phytoestrogènes par rapport à la force des hormones produites naturellement par le corps de la femme, ça n'a rien à voir. Les phytoestrogènes sont beaucoup plus faibles, et même, finalement, entreraient possiblement en compétition avec des récepteurs. Et c'est de cette façon-là qu'ils pourraient même contribuer à prévenir le cancer du sein. Donc, les dernières recommandations des grandes associations concernant le cancer, la prévention du cancer, on dit vraiment que le soya est vraiment sécuritaire, on peut en consommer, et même les femmes qui sont atteintes ou qui ont déjà eu un cancer du sein peuvent en consommer. On observe même une diminution de la récurrence du cancer du sein chez les femmes qui en consomment.
Donc, ça serait dans l'ensemble plus protecteur, mais comme vous le savez, il n'y a aucun aliment qui est une panacée. Alors, il ne faut pas se dire, bon, j'ai le cancer du sein, je l'ai déjà eu, je vais me gaver de soya et comme ça, je vais être protégée. Il n'y a aucun aliment qui est une panacée, mais sachez que ce n'est pas nuisible et que ça pourrait même avoir un avantage. Donc, et plus tôt, si vous avez des enfants, des jeunes filles, plus on commence, plus on donne du soya ou du tofu, peu importe, là, très tôt dans le jeune âge, plus il semble y avoir un effet protecteur du cancer du sein. D'ailleurs, on a observé ça beaucoup chez les Asiatiques qui ont un plus faible taux de cancer du sein. Ils en consomment, c'est la base, c'est un aliment dans la base de leur alimentation. Et combien en consomment en fait les Asiatiques? On va parler de ça. Donc, ils vont consommer à peu près de 1 à 2 portions de soya par jour et ils ne consomment pas que des produits de soya fermentés. Ça aussi, ça a été souvent mentionné que c'est seulement le soya fermenté qui est bon pour la santé. Non, les Asiatiques consomment peut-être 50% de leurs produits de soya sous forme fermentée. L'autre partie est non fermentée. Donc, tofu, mais aussi tempeh, fèves de soya et d'amami, miso, tout ça est intéressant pour la santé et les boissons de soya qui sont non sucrées. Donc, 1 à 2 portions par jour sans problème. Plus que ça, même jusqu'à 3 portions, ça ne semble pas non plus causer de problème, mais comme je le dis souvent, une saine alimentation, c'est une alimentation variée. Donc, manger du soya matin, midi, soir, de temps en temps, ça va, mais je pense que ça vaut la peine c'est important d'essayer d'aller chercher d'autres sources de protéines végétales notamment, en allant chercher d'autres légumineuses, parce que le soya, c'est une légumineuse. Donc, on peut alterner entre le soya, le pois chiche, l'haricot rouge, les lentilles, etc., etc. Donc, c'est un mythe que le soya causerait la démence. C'est un mythe que le soya peut causer cancer du sein et est contre-indiqué chez celles qui en sont atteintes ou qui en ont été atteintes. On continue avec les autres mythes. Soya et thyroïde. Ça aussi, on a entendu, il y a des gens qui craignent de prendre du soya craignent que leur fonction thyroïdienne va être affectée en prenant du soya. C'est vrai que le soya est un aliment goitrogène, donc ça veut dire qu'il peut diminuer les hormones thyroïdiennes, mais on observe cet effet-là uniquement chez les personnes qui ont des carences en iode. Et on sait que dans les pays développés, là, comme ici au Québec, au Canada, maintenant notre alimentation est enrichie d'iode, notamment dans le sel iodé. C'est plus rare, la carence en iode est plus rare. On va l'avoir peut-être un peu plus chez les végétaliens qui ne prendraient pas de sel iodé, par exemple, ou d'algues. Donc, il pourrait y avoir des carences en iode, mais si vous mangez relativement varié, c'est une carence qui est assez rare. Donc, le soya serait nuisible uniquement en cas de carence en iode. Sinon, pas d'effet négatif. Par contre, une chose à savoir, c'est si vous faites de l'hypothyroïdie et que vous prenez le fameux médicament, le Synthroid, les aliments à base de soya peuvent nuire à l'absorption du médicament. Donc, ils ne nuisent pas à la glande thyroïde, mais à l'absorption du médicament qui aide la glande thyroïde. La glande thyroïde. Donc, c'est pour ça qu'on recommande de dispenser d'au moins 2 heures la consommation de soya et de Synthroid. Alors, pour ceux qui sont médicamentés, effectivement, il faut faire attention à la prise de soya et de médicaments, mais on peut simplement dispenser la prise. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'éviter complètement. L'allergie au soya, il y a aussi des gens qui se préoccupent là, de l'allergie au soya. C'est une allergie quand même qui est rare. On a juste 0,5% de la population, surtout les enfants, qui sont atteints. Et ça disparaît normalement avant l'âge scolaire la plupart du temps. Donc, c'est une allergie, oui, qui est possible, mais elle va disparaître généralement là, très tôt dans la vie des enfants. Le soya et les troubles gastro-intestinaux. Bon, c'est une légumineuse et comme la plupart des légumineuses, elles contiennent un sucre qui fermente dans l'intestin. Et il y a des gens qui ont des maux de ventre ou des selles modifiées en consommant des légumineuses, des gaz aussi. Si vraiment la consommation de légumineuses vous cause beaucoup de problèmes, bon, il y a différentes solutions. On va parfois dire aux gens d'en manger très peu, mais souvent, on va parfois recommander le produit Bino.
mais concernant le soya, ce n'est pas tous les produits de soya qui vont donner des problèmes au niveau du côlon irritable. On retrouve des sucres fermentés cibles, surtout dans la boisson de soya, qui est faite à partir de fèves de soya entières. La fève edamame qui est entière aussi, on pourrait retrouver un peu plus de sucre qui fermente. Par contre, dans le tofu, dans le tempeh, dans le miso, il y a très peu de sucre fermenté cible. Alors, si on a une sensibilité intestinale aux légumineuses, on pourrait tout de même consommer du tofu, du tempeh, du miso, mais on ferait plus attention à la fève edamame et à la boisson de soya. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. On n'est pas obligé de l'éviter complètement si on a mal au ventre. Mais évidemment, il y a toujours du cas par cas là-dedans. Si à chaque fois que vous mangez un produit à base de soya, vous êtes certain là, que ça se produit à tout coup, vous avez mal au ventre, il faut aussi s'écouter puis dire, pour moi, ça ne me semble pas passer. Puis à un moment donné, on est tout mêlé dans qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, consultez un ou une nutritionniste pour essayer de vous guider dans une approche là, qui va être plus encadrée pour essayer d'identifier vraiment qu'est-ce qui vous donne mal au ventre parce que c'est pas toujours l'aliment qu'on vient de manger qui cause les problèmes. Parfois, c'est la journée d'avant, on a mangé quelque chose qui ne convenait pas ou on a eu trop de sucre fermenté cible dans la journée qui ne provenait pas juste des légumineuses, mais qui peuvent provenir de certains légumes, de certains fruits. Alors, pas tout de suite conclure que c'est le soya qui est le méchant là-dedans. Un autre mythe assez important, là, ça concerne plus les messieurs, que le soya pourrait féminiser les hommes parce que c'est des phytoestrogènes. Donc, un homme qui entend estrogène, mon Dieu, est-ce que ça pourrait nuire à ma testostérone? Alors, il y a eu cette crainte-là que le soya pourrait affecter finalement la testostérone. Encore là, c'est de l'ordre du mythe. Le soya, les études encore là ont été faites chez les rongeurs et c'est le même problème qu'on a vu pour le cancer du sein, pas le même problème, mais le même constat, c'est que chez le rongeur, effectivement, le soya en grande quantité semblait augmenter les risques de dysfonction érectile. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, les isoflavones sont métabolisés différemment chez le rongeur que chez l'humain. Et les doses souvent qu'on donne dans les études chez l'animal sont très élevées parce qu'on veut vraiment isoler l'effet d'une substance, d'un nutriment, d'une molécule. Mais quand on regarde vraiment les études chez l'humain, on dit que les isoflavones là, de soya ou les phytoestrogènes de soya n'exercent pas d'effet féminisant chez les hommes, même à des apports beaucoup plus élevés que ceux que consomment les Asiatiques. Donc, vous comprendrez que non, c'est de l'ordre du mythe. Fait que c'est une bonne nouvelle pour les hommes qui sont végétaliens, qui aiment le tofu, qui aiment le soya et qui veulent continuer d'en manger. Et je vais reprendre une citation de notre cher Jean-Philippe, de la cuisine de Jean-Philippe, le chef vegan là, qui est très comique, là, qui nous fait des vidéos pour nous faire découvrir comment manger végétalien. Lui, il dit que si le tofu faisait vraiment amener des seins ou faisait grossir les seins, je pense qu'il le vendrait bien plus cher que ça, le tofu. Donc, effectivement, si c'était si miraculeux pour féminiser un homme ou en fait augmenter la grosseur des seins, je pense que ça se vendrait plus cher que quelques dollars la brique de tofu. Donc, c'est un mythe aussi que le soya nuit à la fonction, aux hormones chez les hommes. Et un autre, il y a aussi des croyances à l'effet que le soya pourrait nuire à la fertilité. C'est dans le même sens, là. Est-ce que les isoflavones pourraient nuire aux hormones qui contribuent à la fertilité? Pas du tout encore là. On dit que le soya et les isoflavones de soya n'altèrent pas les taux de concentration de testostérone chez les hommes et n'affectent pas la fertilité. Et quand on regarde le nombre, l'énorme population chinoise, 1,3 milliard, je pense, de Chinois qui consomment beaucoup de soya, s'il y avait un problème au niveau de la fertilité, il me semble qu'on le verrait là. Donc, ça aussi, ça nous aide des fois à revenir au gros bon sens et se dire, voyons, c'est un simple aliment, comment pourrait-il être si mauvais et avoir des effets si majeurs? Là. Donc, on ne s'inquiète pas non plus pour la fertilité. Un effet positif
du soya qu'on entend moins parler, c'est qu'il pourrait, on voit une association positive favorable entre la consommation de soya et une diminution du risque de cancer de la prostate. Donc, encore un autre point positif à la consommation de soya chez les hommes. Maintenant, là, il y a toute la question des OGM, parce que sur les tofu, on voit souvent sans OGM, on va voir aussi biologique ou non biologique. Donc, qu'est-ce qu'on doit choisir? Il y a des gens qui s'inquiètent aussi des organismes génétiquement modifiés. Ça en un petit peu, là, je vais retrouver mon information à ce sujet. Il y avait beaucoup de stock ce midi. Est-ce que je vais le retrouver? Oui, ici. Donc, dans le soya, donc, en fait, il faut savoir que le soya, à la base, la production de soya dans le monde, c'est surtout pour l'élevage des animaux. 70% du soya qui est produit est pour produire c'est pour la nourriture pour les animaux d'élevage. Le soya qui est produit pour l'humain, pour la consommation humaine, ça représente de 2 à 13% seulement. Donc, et un autre pourcentage qui est pour produire de l'huile de soya qui va être utilisée dans l'alimentation, mais aussi qui va servir de biodiesel, qui va entrer dans la fabrication de peinture, de résine, etc. Donc, beaucoup de soya est produit pas pour la consommation humaine. Majoritairement, c'est pour nourrir le bétail. On ajoute beaucoup de le fameux glyphosate dans les cultures de soya. Et effectivement, vous savez que le glyphosate, là, c'est un pesticide qui a démontré là, des effets nuisibles. L'OMS l'a classé comme un cancérigène probable chez l'humain. Donc, pour éviter de prendre du soya qui pourrait possiblement avoir du glyphosate, il faut le prendre biologique. C'est vraiment notre seule garantie parce qu'on a retrouvé des cultures de soya sans OGM, mais qui contenaient quand même du glyphosate. Alors, mettons, je vous montre ici 2 tofu là, que j'avais dans mon frigo, parce que des fois, tu arrives à les épiceries, puis il n'y en a pas toujours du biologique. Donc, ici, j'ai un tofu où c'est marqué, donc, sans OGM, je vais monter ça ici en haut, et en plus, il est biologique, là, c'est marqué à différents endroits sur l'étiquetage. Donc, l'idéal, c'est ça, sans OGM biologique. Celui-ci, par contre, il est sans OGM et non biologique. Donc, lui, possiblement, pourrait contenir du glyphosate. Alors, essayez de choisir des produits de soya qui sont certifiés biologiques et il y en a beaucoup sur le marché. Ce n'est pas difficile à trouver. Donc, voilà pour le choix, la qualité des soya. Est-ce que j'avais d'autres choses? Bon, des fois, on va aussi entendre parler que le soya contiendrait des antinutriments, donc des substances à l'intérieur qui vont nuire à l'absorption des minéraux. C'est vrai que dans les plantes, en général, dans les végétaux, on retrouve là, des fois, on appelle ça des phytates, des lectines, des inhibiteurs d'enzymes, qui, oui, des fois, vont intervenir avec l'absorption des minéraux. Comment on peut éviter d'avoir cet effet-là? Ben, c'est sûr qu'en consommant des produits soya fermentés, on diminue la présence de facteurs antinutritionnels dans le soya. Donc, le trempage va aider la germination, la fermentation, mais la cuisson aussi. Donc, quand on pense à un lait de soya ou à du tofu qui a été, donc c'est du soya cuit, il y a beaucoup moins de facteurs antinutritionnels à l'intérieur. Donc, et moi, disons que c'est pas l'aspect sur lequel je vais le plus inciter, à moins que vraiment quelqu'un ait une carence là, en fer, en zinc ou en calcium importante. Là, on pourrait regarder de ce côté-là. Mais sinon, consommer le soya sous différentes formes, les formes évidemment là, qui ne sont pas trop sucrées. Là, j'ai un peu de temps pour aller voir les questions. Bon, on parle ici, ma fille ne peut pas prendre des estrogènes car migraine et avec la contraception, il est recommandé sans estrogène. Risque d'AVC, elle adore le soya mais se limite car elle a peur avec raison. Donc, comme je le disais,
Bon, là, si ça peut être du cas par cas, si ça lui donne, OK, elle ne peut pas prendre donc d'estrogène parce que ça lui donne des migraines et elle a peur du soya. Il faudrait peut-être là, m'écrire, là, Mireille, en privé, là, pour qu'on voit le plus en détail le cas de votre fille. Je n'ai pas une réponse tout de suite là, par rapport à ça. Est-ce vrai que le soya est inflammatoire pour le système? Ah oui, c'est vrai qu'on entend souvent ça, que le soya serait pro-inflammatoire. En fait, c'est peut-être plus l'huile de soya. Donc, si on prend l'huile de soya dans ses vinaigrettes, dans la cuisson, qui contient beaucoup d'oméga 6 et je dis bien que je pèse les mots, qui pourrait être un petit peu plus pro-inflammatoire si on a trop d'oméga 6 dans son alimentation. Par contre, l'huile de soya contient aussi des oméga 3 qui sont anti-inflammatoires. Alors, je pense que comme huile, de toute façon, on recommande d'emblée d'utiliser surtout de l'huile d'olive, de l'huile de canola dans sa nourriture, d'éviter l'huile de soya dans la cuisson ou dans les vinaigrettes parce qu'elle n'a pas la meilleure composition. Mais dans les aliments, là, donc dans le tofu, dans la farine d'amami, il n'y a pas beaucoup de gras. Donc, il va y avoir peu d'oméga 6. Alors, ce serait plus l'huile qui serait peut-être à mettre de côté là, si on s'intéresse au côté inflammatoire, anti-inflammatoire. J'ai-tu d'autres questions? Attendez, je ne suis pas la meilleure à prendre des questions en même temps. OK. Quelqu'un me demande si je peux donner la liste des ressources études. C'est sûr que ce que je vous donne aujourd'hui, c'est basé sur une présentation de conférence que j'ai donnée l'an dernier. Donc, oui, j'ai les références. Si vous désirez avoir les références de cette conférence-là, vous pouvez m'écrire à bariboh@commercialgmail.com, puis je pourrais vous les faire parvenir ou par Messenger là, sur mon Facebook professionnel. Et des études sur le soya, il en sort régulièrement, donc, mais ça va toujours de plus en plus dans le même sens que le soya est un bon aliment, c'est protecteur. Fait que si on résume, avant de terminer, donc le soya, c'est un aliment hyper nutritif, c'est une des meilleures légumineuses. On peut vraiment, à moins d'avoir une intolérance marquée à tous les produits de soya, je le recommande à tout le monde. Si c'est nouveau pour vous, ben, allez-y graduellement. On peut mettre, par exemple, je pense que le premier truc que je donne aux gens qui veulent manger un peu plus végé, je vais leur dire de faire une sauce à spaghetti, moitié viande, moitié tofu, égrené, dans le pâté chinois aussi. Après ça, ben, le lait de soya, il s'ajoute très bien. On peut l'utiliser avec des céréales. La fève d'edamame, là, si vous faites des genres de pokéball, avec, même s'il y a des protéines animales, un peu du saumon, exemple, c'est très, très bon. Ça donne un vraiment bon goût avec des sauces à l'arachide, par exemple. Donc, ça s'intègre vraiment facilement. Le tempeh qui a un goût plus particulier, je pense qu'il faut être initié déjà au soya avant de se lancer dans le tempeh, mais vous pourriez être surpris. Allez voir justement les recettes de la cuisine de Jean-Philippe. Là. Lui, c'est le pro du tempeh pour le rendre bon au goût. Sinon, le miso est très intéressant à mettre dans différentes sauces, utilisées comme bouillon. Et ben voilà, j'espère que je vais avoir enlevé vos craintes si vous en aviez là, à propos du soya et que ben, pour ceux qui en prenaient déjà, ben, que vous allez continuer d'en consommer pour votre santé générale. Alors, ben, là-dessus, bonne journée et au plaisir de se parler la semaine prochaine. Bye bye.